va aborder la centrale de Tchernobyl avec la catastrophe nucléaire, évidemment, qu'elle a connue. Alors, une petite carte, évidemment. Bien sûr, Tchernobyl, comme je le disais tout à l'heure, est située en Ukraine. Donc l'Ukraine, évidemment, à l'époque de l'ex-URSS, faisait partie de l'URSS, mais aujourd'hui, c'est un État indépendant, évidemment, à côté de la Russie. Bon. Donc l'Ukraine, on a vu les chiffres tout à l'heure, hein, c'était le troisième ou quatrième producteur donc d'énergie électrique nucléaire. Elle l'est toujours, hein, d'ailleurs, malgré ce qui est arrivé donc, en 1986. Donc le 26 avril 1986, tout le monde s'en souvient, pour ceux qui ont déjà un certain âge, une explosion nucléaire va avoir lieu donc, dans la cuve du réacteur numéro 4 de la centrale Lénine, donc située à Tchernobyl. Alors, on sait aujourd'hui que les causes de cet accident sont multiples. Déjà à la base, le réacteur était mal conçu, il était naturellement instable dans certaines situations et il n'avait pas d'enceinte de confinement, première chose. La deuxième chose, c'est que le réacteur était mal exploité et des essais hasardeux ont été conduits sur ce réacteur et apparemment il ne l'aurait pas supporté. Après, on va trouver aussi autre problème pour Tchernobyl. Il faut savoir qu'en France, on a des contrôles qui sont quand même, qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont quand même relativement rigoureux et fréquents. Et à Tchernobyl, ce n'était pas le cas parce que les pouvoirs publics étaient inopérants sur la sûreté nucléaire. Voilà, je pense qu'on s'intéressait davantage aux missiles nucléaires qu'aux centrales nucléaires. Voilà, bon, c'est un autre Donc c'était problème. laissé à l'appréciation, la sécurité de la centrale était laissée à l'appréciation des responsables de la centrale et uniquement eux. Oui, et puis surtout, je ne sais pas si tu as vu la série Tchernobyl, qui parle justement, qui raconte l'explosion du réacteur. On voit très bien dans la série, déjà le fait que les responsables politiques, donc du Parti communiste donc ukrainien, se désintéressaient complètement du sujet. Ils avaient d'autres soucis politiques. Et après, tu as eu aussi des personnes qui ne connaissaient absolument rien au sujet. C'est-à-dire que tu avais effectivement des techniciens, des ingénieurs qui étaient dans la centrale, et puis c'était les politiques qui géraient la politique industrielle, la politique énergétique, mais qui ne connaissaient absolument pas le sujet, et qui prenaient des mesures qui allaient à l'encontre du bon sens. Voilà. Et ça, la série le montre très bien, et je ne te parle même pas de la corruption, qui bien sûr était généralisée. Voilà, donc, ceci pour expliquer cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les conséquences que l'on va avoir, c'est qu'en 1996, donc 10 ans après, plus de 20 000 hommes de 30 à 40 ans, qui avaient donc aidé les personnes sur place, les pompiers, les techniciens, les mineurs, ce qu'on va appeler les liquidateurs de radiation, en 1996, plus de 20 000 hommes étaient déjà morts. Et au final, ces dernières années, on a fait le constat qu'aujourd'hui, il y a plus de 600 000 liquidateurs de radiation qui avaient été appelés à la rescousse, qui sont morts des suites des radiations. 600 000 personnes, c'est énorme. Voilà. Donc, on aura aussi à ça donc des milliers de morts, morts du cancer. Alors, le plus souvent, le cancer de la thyroïde, et puis des personnes qui seront évidemment irradiées par les habitants donc des communes voisines, évidemment autour de la centrale. Et évidemment, on va trouver aussi des malformations d'enfants, d'animaux, et bien sûr un impact écologique qui sera catastrophique, ça va de soi. Voilà. Alors, en janvier 2005, le professeur Nesterenko déclarera « Mon opinion est que nous avons frisé à Tchernobyl une explosion nucléaire. Si elle avait eu lieu, l'Europe serait devenue inhabitable. » Voilà. Ça, c'est très intéressant. C'est un scientifique qui parle. Si l'explosion avait vraiment eu la puissance qu'elle devait avoir, on verra tout à l'heure pourquoi je dis ça, l'Europe aurait été complètement déserte. Enfin, je veux dire, on aurait eu énormément de morts et elle serait devenue inhabitable. Voilà. Alors que là, ça a été quand même circonscrit à une zone relativement réduite par rapport à la taille du continent. C'est ça, voilà. Je crois que j'ai une carte un petit peu plus loin que je vous montrerai. Donc, voici une photo ensuite sur la diapositive suivante, donc de l'explosion du réacteur numéro 4. Alors, cette photo, elle est tirée donc, du film d'un journaliste, que je vais montrer plus loin, qui lui est allé filmer justement dès l'explosion, il est allé prendre le pouls, récolter des images, au risque de sa vie d'ailleurs. Sur la diapositive suivante, donc on voit donc, des explosions, une photo de l'explosion du réacteur de jour et de nuit. Voilà, donc avec des lueurs au-dessus. Alors, selon le témoignage d'un technicien qui est présent sur les lieux,
Donc lui déclara qu'il y avait des tas de couleurs, de l'orange, du bleu, un véritable arc-en-ciel, et à dire vrai, c'était très beau. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces lueurs vont s'expliquer par en fait l'ionisation de l'air sous l'effet d'un rayonnement nucléaire, tout simplement. Donc là, on n'a que des choses qui sont expliquées matériellement, scientifiquement. Un peu plus loin, donc on a une photo du réacteur numéro 4, après l'explosion. Voilà, donc on voit un petit peu le souffle de l'explosion, parce que tout le bâtiment a été soufflé, toute la cuve du réacteur a été soufflée, on ne voit plus rien. Voilà, donc en fait toutes ces photos, ces images, elles vont être prises par un caméraman russe qui s'appelle Vladimir Shevchenko, qui a filmé en fait sans autre protection qu'un masque de chirurgien, voilà, que l'on connaît pour voir beaucoup dans nos rues en ce moment. Donc chacun sait que ce masque ne protège pas des radiations, bien sûr. Donc en fait, malheureusement, Vladimir Shevchenko va être irradié au dernier degré et malheureusement, il va mourir quelques semaines plus tard d'un cancer généralisé. Voilà. Donc saluons son courage pour avoir apporté ces images. Et tu vois, en fait, la caméra du caméraman, elle a été enterrée parce qu'en fait, elle était radioactive, comme tout le matériel d'ailleurs, qui est exposé aux radiations. Voilà, donc ils n'ont dû garder que le film, mais tout le reste a été enterré, que ce soit les vêtements, le matériel de photos, de films, etc. Et donc après, tu vois, là, donc j'ai cette fameuse carte donc, de la radioactivité dans la région de Tchernobyl. Alors on voit bien qu'au centre, on a du noir, donc là ça correspond évidemment au réacteur de Tchernobyl, et ensuite on a du rouge foncé, et puis des décroissances dans les couleurs. Plus on va vers le jaune et le blanc, et moins c'est radioactif évidemment. Mais ça veut dire que les vents dominants ont traversé l'Europe, donc du sens est vers ouest évidemment, et ont charrié un certain nombre de radiations. Voilà. Alors nous en France à l'époque, on a eu la chance d'avoir la frontière qui a arrêté les radiations, bien sûr. Ouais. Voilà, comme tu le sais. On dira ça à tous les malades de la thyroïde en France. Et exactement. À titre personnel, j'en connais beaucoup. Et beaucoup. moi aussi. Moi aussi. Dans ma famille. Étant dans la région Rhône-Alpes, on n'était pas très loin de la frontière et là, il y a un scandale d'État, mais passons, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, pour continuer, il faut savoir que la radioactivité de Tchernobyl mettra 100 000 ans à se dissiper. Donc, on n'est pas prêt à nouveau d'aller y habiter ou d'avoir donc des parcs naturels. Et donc, évidemment, suite à l'accident, quelques années après, on a recouvert donc le fameux réacteur numéro 4, ce qu'il en restait, d'un sarcophage en béton. Et il faut savoir que les radiations grignotent le béton et le sarcophage doit être renouvelé au bout de quelques décennies. Et pour information, on est déjà au 2e sarcophage de béton. Voilà. Et entre parenthèses, ce sont des sociétés françaises qui sont venues bétonner la centrale. Voilà. D'accord. Alors ensuite, sur la diapositive suivante, j'ai mis quelques photos des mutations qui ont été causées par les retombées radioactives de Tchernobyl. Bon, voilà, on voit que les animaux ont été bien sûr affectés. On voit des têtes multiples, des membres multiples. Et on voit aussi la photo d'un enfant qui a été malheureusement affecté en sa chair. Voilà quelques effets des radiations, bien sûr. Ouais, on parlera d'autres effets un petit peu plus loin. Alors évidemment, à l'époque, celui qui était aux manettes, c'était Mikhaïl Gorbatchev, donc le premier secrétaire du Parti communiste et donc de l'ex-URSS. Donc à l'époque, il a déclaré « Il faut trouver d'autres solutions que le nucléaire. Tout cela peut se reproduire demain, partout. Il suffit que les centrales cessent d'être convenablement entretenues, deviennent vétustes. Seuls de complets imbéciles, inconscients, peuvent prôner les vertus du nucléaire. Et les vertus nucléaires, c'est par exemple pas d'effet de serre, ça c'est sûr. Ah oui, il n'y a pas de procès carboné. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire à certains écologistes que le nucléaire est une bonne chose pour éviter les rejets de carbone. Bon, certes. Après, est-ce que le carbone devrait être autant décrié ? C'est un autre débat. Voilà. Et est-ce qu'on ne devrait pas prendre en compte justement dans le cadre de la réflexion de la protection de l'environnement l'impact sur le très long terme qui évidemment ne va pas nous affecter parce que nous serons tous morts d'ici 100 000 ans, ça va de soi. Alors pourquoi on parle de Tchernobyl ? Parce que déjà aujourd'hui, on a donc déjà un recul, parce que c'est quand même 86, et il faut savoir qu'il y a eu des études scientifiques qui ont été menées autour de Tchernobyl. Donc la première, et je pense la plus importante, c'est l'étude menée par 3 scientifiques russes, donc Filipov, Roukadze et Urutskoyev.
et d'un physicien français qui s'appelle donc Georges Lochac, qui lui est ancien directeur de recherche au CNRS, de la Fondation Louis de Broglie à Paris, et auteur d'une théorie qui est celle du monopole magnétique leptonique. Je ne vais pas entrer dans le détail. Hein. Voilà. Donc ils ont émis ce rapport en septembre 2003, et c'est un rapport qui est extrêmement scientifique, qu'on a ajouté, Didier et moi, donc à la fin du livre. Donc tout lecteur qui a une formation scientifique, notamment physique, pourra vraiment se reporter et se plonger dans ce rapport qui est extrêmement intéressant. Alors, que dit ce rapport ? Donc, ce rapport écrit par 4 scientifiques va analyser les causes de la catastrophe de Tchernobyl. Donc, ce rapport va pointer un certain nombre de lacunes dans le rapport officiel qui vont déboucher sur un certain nombre d'anomalies, de questionnements multiples. Alors, la première, c'est que d'abord, il n'y aurait pas eu une, mais 2 explosions à l'intérieur du réacteur. Bon. Il faut savoir aussi que la salle des machines était mise de portes blindées qui ont été défoncées avant les explosions. Ça, c'est intéressant. La tuyauterie aussi de conduite de vapeur, donc qui assure la circulation du fluide de refroidissement dans le réacteur, et l'un des turbo-alternateurs, passe près de câbles électriques. Or, ces câbles ont été arrachés de leur fixation, des gaines de protection, et violemment précipités contre la conduite de vapeur. Autre anomalie, en explorant la paroi latérale du réacteur, il a été constaté qu'une partie importante du combustible nucléaire avait disparu. Ça devrait faire bondir tout scientifique, parce que comment du combustible nucléaire peut disparaître ? Parce que s'il avait été utilisé intégralement, on verra plus loin que l'Europe aurait complètement disparu. Hein. C'est ce que disait l'un des scientifiques tout à l'heure. Donc là aussi, qu'est devenu ce combustible nucléaire ? Bon. Pareil, autre anomalie, sur la face interne du réacteur, de la peinture et des traces de crayon liées à la construction, et peu de traces de suie, ne milite pas en faveur d'un incendie. Puisqu'il faut savoir que, d'après les spécialistes, la peinture disparaît au-delà de 300 degrés. Bon. Donc selon Georges Lochac, que l'on voit ici en photo, les scientifiques du groupe du Rutskoyev ont également constaté, après avoir foré des trous dans les parois du réacteur et y avoir installé des périscopes, que les peintures à l'intérieur du réacteur étaient restées intactes. Là, ils ont agi tout à fait scientifiquement, ils ont retrouvé la même peinture et ils ont fait une expérience pour voir à quelle température cette peinture brûle. Ils sont formels, cette peinture brûle à une basse température de l'ordre de 300 degrés. Il y avait également des marques de repère laissées par des techniciens pendant la construction. Ces marques, qui me semble-t-il, ont été faites à la craie bleue, n'ont pas été endommagées. Donc ça, c'est une sérieuse anomalie également. Autre anomalie, et pas des moindres, une force énorme a soulevé de 10 mètres un couvercle en béton de 3 mètres d'épaisseur et 2000 tonnes, sans abîmer les parois du réacteur. Ce couvercle était scellé sur la paroi. Il a été retrouvé en position verticale, selon donc différents témoins venus sur les lieux après l'accident. Ces témoins, c'était des scientifiques, des militaires et quelques membres du parti politique local. Donc, évidemment, si la vapeur, la pression dégagée par la vapeur résultant de la chaleur du réacteur s'était exprimée, avait fait sauter ce couvercle, eh ben, il ne serait pas resté scellé, il aurait éclaté et on aurait aussi vraisemblablement découvert une explosion du réacteur, des cuves du réacteur. Bon, alors voici ce qu'en dit Georges Lochac. Mon ami Rutskoyev m'a confié qu'il ne savait pas quelle force avait propulsé le couvercle du réacteur, pesant près de 2000 tonnes, et l'avait fait retomber sur le côté. Il n'y avait aucune explication raisonnable à cela, et ceux qui prétendent en avoir une s'abusent. Certes, il y a eu des affirmations dans la presse scientifique, selon lesquelles il s'agissait probablement d'une pression de vapeur, mais cela est parfaitement stupide. Si la pression de vapeur avait été suffisante pour soulever un couvercle de ce poids, les parois du réacteur auraient certainement explosé, ce qui n'a pas été le cas. Les parois du réacteur n'ont même pas été déformées, c'est une certitude fondée sur des mesures très précises. Cela veut dire que la force qui a soulevé le couvercle ne provenait pas d'une pression gazeuse, c'est cela le problème de l'accident de Tchernobyl. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas la moindre réponse. Ça laisse songeur. Le cadre est posé. Voilà. Alors, autre anomalie, on va trouver aussi un enrichissement insolite du combustible en uranium-235. On va voir le détail un peu plus loin. Et des éléments chimiques étrangers qui vont apparaître, alors notamment de l'aluminium. Alors, normalement, l'aluminium n'entre pas du tout, mais vraiment pas du tout, dans la composition
bah, si tu veux, de tout ce qui sert à déclencher la combustion au sein d'un réacteur. Voilà. Et Donc pareil, il n'y avait pas de présence d'aluminium avant l'accident de Tchernobyl dans le voilà, réacteur. c'est ça. C'est ça, il ne devrait pas du tout y avoir de présence d'aluminium. Bon, et voilà. Donc en fait, ce que dit Georges Lochak là-dessus, c'est qu'une des étrangetés de Tchernobyl, c'est qu'on a découvert dans les débris de l'uranium enrichi à des doses tout à fait ordinaires. Le maximum qu'on a retrouvé était de 27%, alors que le combustible d'un réacteur RBMK, donc c'est le type du réacteur numéro 4, est enrichi au départ de 2%. De plus, le réacteur de Tchernobyl était destiné à être arrêté quand l'accident est survenu. Le combustible étant usé, enrichi à environ 1,1%. Il n'y avait donc aucune explication à ce phénomène d'enrichissement. Voilà. Tu vois, à force de pointer les anomalies, on découvre quand même des choses surprenantes. En plus, selon les témoignages, une intense lueur a rayonné pendant plusieurs jours au-dessus du réacteur qui était à découvert. Voilà. Et on a découvert aussi des anomalies dans les isotopes du césium-137 et 133. Donc si on résume, on a une force colossale qui a soulevé le couvercle en béton de 200 tonnes, on a l'intérieur du réacteur numéro 4 qui n'a pas été abîmé ni déformé par une pression gazeuse, on a la peinture et les marques au crayon qui étaient encore visibles avant l'incendie du réacteur, et une quantité d'aluminium insolite qui était retrouvée à l'intérieur du réacteur. Voilà. Donc tout ça, ce sont autant d'anomalies importantes qui ne s'expliquent pas scientifiquement. Après ces anomalies scientifiques, moi je vais vous demander pourquoi est-ce qu'il faudrait parler de Tchernobyl et en faire un lien avec les ovnis. Bon, en fait, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de témoins qui ont observé des choses assez insolites, à la fois avant, pendant et aussi après, encore une fois, l'accident sur la centrale. Alors en fait, on a un premier témoin qui s'appelle Mikhail Varitsky, qui est donc ingénieur, enfin qui était ingénieur à la centrale nucléaire, et qui lui affirmera avoir observé un ovni au-dessus de la centrale de Tchernobyl. Alors j'ai une source de la Pravda du 16 septembre 2009, où ce témoin va dire la chose suivante. Moi et d'autres personnes de mon équipe, nous sommes allés sur le site de l'explosion la nuit. Nous avons vu une boule de feu, elle volait lentement dans le ciel. Je pense que la boule faisait 6 à 8 mètres de diamètre. Alors nous avons vu 2 rayons de lumière pourpre s'étirer vers le réacteur 4. L'objet est à environ 300 mètres du réacteur. La manifestation dura environ 3 minutes. Et les lumières de l'objet s'éteignirent, il s'envola en direction du nord-ouest. Voilà. Donc ça, c'est un premier témoignage. On verra que ce n'est pas le seul. La Pravda va aussi souligner que le niveau des radiations va baisser de presque 4 fois. Donc là, on a un extrait effectivement donc, de la Pravda, donc en anglais. Alors, on aura aussi une autre source, donc là qui date de 1994. On va avoir un témoignage qui va se révéler lors d'un symposium du MUFON, qui est un organisme d'enquête américain donc très connu. On a aussi le MUFON France, que je salue au passage. Donc là, c'est un extrait que j'ai tiré donc, du numéro Nexus France, dans sa livrée numéro 71. Bon. Donc là, on va avoir un certain nombre d'informations aussi. Donc, accompagné d'un second ingénieur, Mikhail Samoilenko, donc Mikhail Varitsky, arrive sur le site à 4h15. Après avoir brièvement constaté l'ampleur de l'accident, les ingénieurs décident de quitter la zone pour des raisons de sécurité. Alors qu'ils s'éloignent du périmètre dévasté, ils peuvent observer une sphère dans le ciel, d'environ 10 mètres de diamètre. Sous le regard ébahi des ingénieurs, la sphère tire 2 rayons rouges et sur le réacteur endommagé, donc le numéro 4. L'OVNI reste encore 3 minutes dans le périmètre avant de disparaître. Le compteur Geiger des ingénieurs indiquait une concentration radioactive de 3000 mRöntgens par heure, donc ce qui permet de mesurer la radioactivité, au moment d'arriver sur le site. Après le tir des rayons rouges, la mesure enregistre une nette baisse de la concentration qui ne monte plus qu'à 800 mRöntgens par heure. Le récit des deux ingénieurs indique donc que l'intervention de l'OVNI visait à réduire le niveau de radioactivité dans le périmètre environnant. À titre anecdotique, on peut noter qu'un mois avant la catastrophe, un enquêteur russe, Vladimir Rubtsov, s'est entretenu avec un contrôleur du trafic aérien de l'aéroport de Kharkov qui lui signala de nombreux comptes rendus d'OVNI dans la région de Tchernobyl par des pilotes de ligne. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on parlait de vagues tout à l'heure au-dessus de nos centrales en France, de plusieurs vagues, espacées d'un mois ou plus, ou même moins. Là on a exactement le même phénomène, parce que ce que l'on apprend c'est que la centrale de Tchernobyl était déjà survolée quelque temps avant l'explosion. Elle a été survolée
après l'explosion et même quelques temps plus tard, quelques années après. Voilà. Donc là, encore une fois, on a un phénomène de vague d'objets extérieurs, d'objets étrangers qui survolent le réacteur, enfin ce qui restait du réacteur numéro 4. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a mention de 2 rayons rouges qui sont tirés sur le réacteur endommagé. Bon. On reparlera de ces fameux rayons rouges lorsqu'on abordera le chapitre militaire et on fera un certain nombre de rapports plus tard. Alors, d'autres témoins aussi d'apparition d'OVNI sur la centrale. Par exemple, le 16 septembre 1989, le réacteur numéro 4 émit des radiations dans l'atmosphère. Quelques heures plus tard, le docteur Kospina observa un objet dans le ciel au-dessus de la centrale. Donc elle décrivit cet objet comme de l'ambre et elle vit le dessus et le dessous de cet objet. En octobre 90, un autre témoin, donc Vladimir Savran, qui est reporter au journal L'Écho de Tchernobyl, photographia la centrale, puis au développement, il eut la surprise de voir un objet planant au-dessus du trou dans le plafond. Cet objet ressemblait à celui vu par le docteur Kospina. Alors, sur la diapositive suivante, on voit la photo qui a été vue par Vladimir Savran le 12 octobre 1991. Donc je précise que lui n'a rien observé en visuel, il l'a constaté après, lors du tirage de la photo. Parce que là, ça doit être de l'argentique, en 91. Voilà. Et là, on est un jour après que l'incident ait eu lieu. Là, on voit une autre photo d'OVNI sur la diapositive suivante. Alors là, je n'ai pas la date précise, mais en tout cas, c'est une photo qui a été prise aussi à Tchernobyl, au-dessus des ruines de la centrale. On va avoir aussi une autre observation indirecte, cette fois-ci faite par un autre scientifique, qui est donc Grigori Medvedev. Donc Grigori Medvedev, c'est un ingénieur en chef, responsable de la construction de la centrale de Tchernobyl, donc pas n'importe qui. Il a écrit un livre qui s'appelle La vérité sur Tchernobyl, 4 ans après les révélations d'un grand scientifique russe, dont la traduction a été faite par Albin Michel, enfin aux éditions Albin Michel. Donc ce que nous dit Grigori Medvedev est la suivante. Donc le déchiffrement des données recueillies par l'ordinateur permet de conclure qu'une boule d'énergie électrique, légèrement aplatie et mesurant près de 7 mètres de diamètre et 3 mètres de hauteur, s'est formée dans le tiers supérieur de la zone active du réacteur. Près de 50 tonnes de combustible nucléaire se sont alors évaporées sous l'impact de cette boule et ont été projetées dans l'atmosphère à une hauteur variant entre 1 et 11 km. Donc là, quelque part, on a aussi une confirmation scientifique d'une disparition, c'est celle du combustible nucléaire. Voilà, ça c'est intéressant, de mettre tout ça en rapport, de faire les liens. Et là, quand il parle de boule d'énergie électrique, c'est évidemment un terme scientifique pour peut-être désigner un OVNI, tout simplement. Peut-être parce que lui ne pouvait pas se permettre de le baptiser comme cela. Alors, concernant Tchernobyl, dans la diapositive suivante, donc moi j'ai collecté aussi le témoignage d'un auteur français qui s'appelle Didier von Kovlart, qui est donc romancier, mais qui a aussi commis quelques ouvrages très intéressants sur les phénomènes inexpliqués, et notamment dans le nouveau dictionnaire de l'impossible, donc publié chez Plomb et qui a été réédité dans une collection en poche. Donc il nous dit la chose suivante: à Tchernobyl, en 1986, les apparitions d'engins mystérieux signalés par de nombreux témoins, un mois avant l'explosion de la centrale, furent classés sans suite. En revanche, on eut beaucoup de mal à cacher à la population la présence d'un OVNI qui, d'après une centaine de survivants, resta 6 heures en sustentation au-dessus du 4e générateur de la centrale. Celui-là même, qui suite à une erreur humaine, fut détruit par de la vapeur surchauffée. Si l'explosion avait été totale, les 180 tonnes d'uranium enrichi dans le réacteur auraient rayé de la carte la moitié de l'Europe. On y revient. Des extraterrestres, comme l'ont affirmé certains, ont-ils contribué à réduire la catastrophe à un simple souffle thermique? Voilà, la question est posée noir sur blanc. Voilà. Donc c'est intéressant. Et le même Didier von Kovlart va nous parler aussi d'une centrale bien française, puisque c'est la centrale du Blayais. Et il va nous dire que le 20 janvier 2015, le directeur de la centrale nucléaire du Blayais, survolé le 13 octobre 2014, s'est montré rassurant devant la presse. Ici, on n'a pas vu de drone, on a vu un OVNI. Et il n'y a eu aucun impact sur la sécurité de nos sites. Pour une fois, serait-on tenté de dire, quand on apprend dans la même conférence de presse que la centrale du Blayais a connu en 2014 plusieurs incidents et erreurs graves, comme la détection tardive d'un robinet inétanche sur un circuit de sauvegarde, la remise sous tension inappropriée d'un tableau électrique,
ou les traces de contamination externe au niveau du visage d'un intervenant. Sachant que ladite centrale, non concernée par la fermeture de réacteur prévue par la loi de transition énergétique, est repartie pour au moins 10 ans. On en viendra à se demander si les ovnis, non contents de montrer qu'ils désapprouvent nos armes nucléaires, ne souhaiteraient pas attirer notre attention sur les failles sécuritaires et les dangers potentiels de nos installations civiles. Bon, bah là, tout est dit. Tu vois, je t'ai mis en rapport tout à l'heure certaines failles de sécurité. Bon, c'est pas pour rien. C'est que effectivement, on peut se poser des questions quand on fait un rapport de cause à effet. Est-ce que les centrales survolées ne seraient pas justement uniquement des centrales qui ont connu des problématiques, comme l'auteur les cite ici, donc la remise sous tension inappropriée à un tableau électrique, un robinet inétanche, un circuit de sauvegarde, etc. etc. Sachant qu'une catastrophe nucléaire peut partir, enfin c'est le principe de l'accident, ça part d'un truc qui peut être anodin à première vue, un placard électrique, une mauvaise alimentation des circuits de refroidissement, bref. Je ne suis pas physicien nucléaire et ni technicien, donc je vais rester humble dans ce que je prétends, mais ça peut partir de n'importe quoi. Et là, on se rend compte qu'à Tchernobyl, ils étaient déjà à faire le guet avant la catastrophe. Ouais. Donc s'ils sont au-dessus de nos centrales, c'est peut-être que ces intelligences derrière ces ovnis, je reste tout ça au conditionnel, seraient en train de veiller ou d'être attentive à de futurs accidents nucléaires sur notre parc nucléaire. Voilà, alors c'est pas pour rien si on a sous-titré notre livre « Sommes-nous sous surveillance ?» Tu vois, voilà, c'est effectivement la conclusion à laquelle on pourra arriver, mais n'anticipons pas. Voilà, je fais bien de le montrer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et là c'est sur la diapositive suivante, c'est que ça n'a pas découragé le tourisme. Ce qu'il faut savoir, tu as des touristes qui viennent se promener sur le lieu de l'explosion de la centrale de Tchernobyl, et on peut se demander où s'arrêtera la folie de l'homme. On va faire du tourisme sur un site qui est quand même radioactif. Alors si on ne fait que passer, si on a des tenues de protection, bon, le risque il est extrêmement minime, bien entendu. Très franchement, c'est pas là que j'irai faire du tourisme, on est bien d'accord.